Le micro et la plume, le balado, une présentation de l'Acadie Nouvelle et C'est quand héros. Le micro et la plume, édition lendemain de veille électorale. Michel Jacob en compagnie de François Gravel. Bonjour François. Bonjour Michel, un nouvel épisode du micro et de la plume. Très heureux de te retrouver encore une fois. Ouais. Un spécial élection. Un spécial élection, oui, mais avant de parler d'élection, mon cher Michel, un petit rappel que dans un épisode précédent du micro et la plume, on avait parlé de Justin Trudeau et l'Acadie. Épisode dans lequel on avait fait un petit clin d'œil au fait qu'il a versé un seau d'eau glacée sur l'ancien premier ministre libéral Brian Gallant, et on l'ignorait à ce moment-là, mais il y avait une tendance qui était en train de se développer. Le Ice Bucket Challenge est de retour. Cette fois-ci, c'est pour la santé mentale. Et nous, bien, on en parlait déjà un bon 2 mois avant que ça redevienne populaire. Précurseurs que nous sommes, nous avons, nous aussi, nos boules de cristal. Le plan, donc. Allons-y pour le plan aujourd'hui. Un petit rappel, comment s'est déroulée cette soirée électorale, François? Revenons un petit peu. Je rappelle qu'on a veillé tard, en fait. Pas mal. Je voulais savoir qui allait gagner, Michel. Je voulais savoir qui allait remporter des circonscriptions très chaudement disputées. Je voulais savoir si on aurait un gouvernement Carney ou Poilièvre, majoritaire ou minoritaire, avec la balance du pouvoir au NPD, au Bloc québécois, ou aux deux en même temps, finalement. Il aura fallu plus de 24 heures pour avoir des réponses à nos questions. Puis on est là pour analyser tout ça aujourd'hui. Alors, rappel de la situation, il y a 32 circonscriptions dans les 4 provinces de l'Atlantique. Il y en avait 23 qui étaient représentées par un député libéral, 8 par un député conservateur, puis il y avait aussi un siège vacant à Halifax. C'est un député libéral qui est devenu le maire de la ville. Donc, dans les faits, 24 circonscriptions libérales pour commencer la soirée, et on a fini avec 25 circonscriptions. Donc, pas le statu quo, mais au-delà de tout ça, ça n'a pas bougé beaucoup, énormément, finalement. Et pour toi, est-ce qu'il y a un gagnant en Atlantique? Il n'y a pas de gagnant dans le sens que les libéraux pensaient faire mieux que ça, les conservateurs pensaient faire mieux que ça, tout le monde pensait faire mieux, mais quand on regarde les chiffres à la fin de la soirée, finalement, oui, il y a un parti qui a réussi beaucoup mieux que les autres, c'est le Parti libéral, pas de doute là-dessus. Au Nouveau-Brunswick, 10 sièges, 6 libéraux, 4 conservateurs. Les sondages, encore une fois, quand on parle de gagnants ou de perdants, laissent croire qu'il pourrait y avoir une vague rouge. Là, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé du tout. Même si on regardait la soirée électorale, ils ont peut-être vécu la même chose que moi, Michel. On surveillait ça. Et pendant une bonne partie de la soirée, on voyait des taches bleues apparaître partout. Les conservateurs qui performaient bien. On disait, il se passe quelque chose. Là. Finalement, il s'est passé quelque chose. Mais ça ne s'est pas concrétisé du tout par des sièges supplémentaires. En siège supplémentaire, non. Le pourcentage de vote a monté. On aura la chance de parler un peu plus des résultats nationaux aussi. Mais oui, le pourcentage a monté au niveau des votes pour les conservateurs, mais ça ne s'est pas transformé en siège. Quand la musique a pris fin, quand la piste de danse s'est vidée, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé finalement. L'état des forces en présence est resté les mêmes. On a brassé un petit peu la soupe, mais au final, les conservateurs ont un siège de plus à Terre-Neuve, les libéraux en ont 2 de plus en Nouvelle-Écosse. Et c'est tout! Statu quo à l'île du Prince-Édouard, statu quo au Nouveau-Brunswick. Mais pour s'y rendre, ça a été une soirée électorale vraiment étrange. Quand les résultats ont commencé à sortir, donc, on voyait les conservateurs réussir de belles percées qui ne se sont pas matérialisées. Les libéraux, eux, semblaient tirer de l'arrière. Dans les endroits où c'était plus serré. Mais en fin de compte, finalement, c'est le vote libéral qui a prévalu dans la plupart des régions. Oui. Est-ce qu'on peut peut-être retenir au niveau de l'Atlantique, c'est dans quelques circonscriptions, le vote a été quand même assez serré et ça mettait peut-être la table aussi pour envoyer peut-être un profil de cette soirée électorale en disant que ça sera une lutte à 2 partis. Oui, le triomphe du bipartisme. Voilà. Ça, il n'y a aucun doute. Là, en Atlantique en particulier, mais beaucoup maintenant au Canada aussi, sauf au Québec, bien sûr, où le Bloc québécois est venu mêler les cartes. On se retrouve dans un système. En fait, si on revient aux provinces de l'Atlantique, je pense qu'il n'y a eu aucune lutte à 3, Michel. C'est vraiment le NPD, le Parti vert, n'ont été un facteur nulle part. C'était 2 partis et les tiers partis, eux, ont dû se contenter de miettes. Et ça a donné le résultat que l'on connaît. Les libéraux avaient du travail à faire. Eux, ils devaient maintenir leurs acquis. C'est mission accomplie. Il fallait qu'ils réussissent à percer des forteresses conservatrices. Ça n'a pas été le cas. Les conservateurs, eux, ont fait du surplace et ce n'est pas suffisant. Il y en a des conservateurs en Atlantique, mais pour les conservateurs fédéraux, ils doivent quand même se contenter de peu, encore une fois. Et ils ne sont pas prêts à présenter un visage plus modéré. On avait expliqué dans un balado précédent que c'était un problème pour eux. Ouais. Ils ne l'ont pas réglé. Un visage moins albertain pour enfin réussir une percée digne de ce nom dans nos régions. Puis ça a donné le résultat que l'on a connu ce soir. Donc, pas ce soir, mais lundi soir. Lundi soir. De ce coin de pays, de
l'Atlantique. On passe maintenant aux résultats nationaux. Quelle analyse fais-tu des résultats de la soirée et de la nuit de lundi à mardi? Les libéraux ont gagné. Brillante analyse, n'est-ce pas? Bravo. Ils formeront le prochain gouvernement, Michel. Bravo. Encore une fois, brillante analyse. Mais les conservateurs ne sont pas loin. Alors, qu'est-ce qu'on écrit dans les autos là, sur le rétroviseur? Là? Objects in mirror are closer than they appear, c'est ça? Est-ce que mon anglais sort bien? C'est à peu près ça la situation présentement entre les libéraux et Belle les image. conservateurs. Hein? Encore une fois, comme dans les provinces de l'Atlantique, personne n'est pleinement content. Les libéraux ont passé à 4 sièges, Michel, d'avoir la majorité. Mais ils ne l'ont pas eu et les conservateurs, eux, ont fait beaucoup mieux que prévu. Et non, ils ne sont pas si loin que ça. Mais avec une avance de 25 points dans les sondages, c'est les conservateurs avant le début de l'année, ils doivent être déçus quand même. Oui, ils ont fait mieux que prévu par rapport à il y a une semaine, mais tellement moins bien que prévu par rapport à il y a quelques mois à peine. Tu étais un joueur de hockey, Michel, à une certaine époque, je pense. Oui, c'est bien c'est bien utilisé. Un gardien de but, c'est ça? Oui, aussi. Un bon gardien de but? Bon, on va laisser les autres en parler, mais j'avais une moyenne quand même assez élevée. Donc, c'est l'équivalent, Michel. Une moyenne assez élevée de buts par De but accordé. Ah non, c'est un métier ingrat, un gardien, Michel. Hein? Et donc, ce que j'essaie de dire avec tout ça, c'est que c'est l'équivalent pour une partie de hockey d'une équipe qui mène 4-0 après une période de jeu. Je comprends. Puis qui se fait marquer 8 buts d'affilée en deuxième période. Je ne sais pas si ça t'est arrivé, Michel, 8 buts dans un match. Donc, l'équipe tire de l'arrière 8-4. Mais elle fait une remontée en fin de match pour finalement perdre 8-7. Donc, bel effort, bravo les gars, belle remontée. On n'a pas lâché, mais vous avez quand même gaspillé une avance très importante là, pour finalement perdre le match quand même. C'est ce qui est arrivé ici. Le Bloc québécois n'a pas connu une superbe soirée non plus. Il a sauvé des meubles, mais pas beaucoup. Mais il a perdu beaucoup de députés au profit du Parti libéral. Et en soirée, il se consolait en disant posséder seul pour la toute première fois la balance du pouvoir et c'était finalement même pas le cas là non plus. Non. Il va la partager avec le NPD. Le NPD qui a perdu presque tous ses sièges, qui a perdu son chef, qui est menacé de perdre son statut de parti officiel aux communes, mais qui se retrouve quand même avec une partie de la balance du pouvoir. Alors, intéressante situation. Intéressante situation qui pourrait faire en sorte que, vu un peu, on regarde, au Canada, on parle de plus en plus de gauche et de droite au niveau politique, ce qui ne se faisait pas. Il y a de ça peut-être 10 ou 15 ans. Là, on voit que quand on regarde cette ligne, pour être capable d'avoir un peu cet équilibre, le NPD, en ayant une portion de la partie du pouvoir, ça peut leur permettre de rester en vie, de rester peut-être un peu sur l'échiquier politique et d'avoir une voix pareille, même s'ils ne sont pas reconnus comme parti. Avec, c'est 12 sièges qu'il faut pour la représentation. Et le Canada, historiquement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Michel, se dirige au centre. Ouais. Et pendant longtemps, on avait le centre plus ou moins gauche avec les libéraux, centre droit avec les conservateurs. Il n'y avait pas une si énorme différence que ça entre un Brian Mulroney, par exemple, et un Pierre Trudeau ou un Jean Chrétien. Il y avait des nuances, bien sûr, mais là, c'est de moins en moins le cas avec le Parti conservateur qui penche beaucoup plus à droite maintenant. Ouais. Et le gouvernement Trudeau qui, lui, penchait très à gauche avec l'appui du NPD. On va voir Mark Carney, par exemple, qui, lui, s'est engagé à ramener tout ça plus au centre. Qu'est-ce que ça va donner? Oui, donc, analyse au niveau national. Si maintenant, on pouvait peut-être décortiquer, aller faire un tour dans les deux partis, les deux partis majeurs au Canada. Que retiens-tu de la performance des conservateurs? On en a parlé un petit peu, mais cette performance aussi était pleine d'espoir, surtout avec ce que M. Poilievre avait réussi à faire avant l'effet Trudeau, bye-bye, et avant l'effet Trump. Et tu parles de Pierre Poilievre. Parlons tout de suite, Michel, de l'éléphant dans la pièce. Allons-y. Non, je ne parle pas de l'éléphant, symbole des Républicains. Non plus. L'éléphant dans la pièce, la défaite de Pierre Poilievre dans sa propre circonscription. De ne pas voir ce qui se passe dans sa circonscription, où étaient les stratèges, ça paraît mal, et il paraît mal vis-à-vis la population et son parti. Quelle humiliation. Oui. Blaine Higgs l'a vécu à Frédéric à Quispamsis lors de la dernière élection provinciale et cette fois-ci Pierre Poilievre. Au cours d'une soirée où les conservateurs ont fait des gains dans à peu près toutes les régions, M. Poilievre a perdu son propre siège. Qu'est-ce qui s'est passé là, Michel? J'ai l'impression que les électeurs ne lui ont pas pardonné une ou deux choses. Pierre Poilievre, c'est l'homme qui a appuyé le convoi de la liberté, hein, souviens-toi. C'est revenu beaucoup dans la population de la circonscription, oui. Il distribuait des cafés aux camionneurs, à ceux qui bloquaient le centre-ville. Et il est un chaleureux partisan de ce convoi. Il a appuyé leurs efforts.
Et certains de ces... Là, on l'a même vu avec des leaders, et certains de ces leaders-là se sont retrouvés en prison. Et à Ottawa, il y a pas mal de monde dans la capitale nationale là, qui n'ont pas oublié ça, là, qui ont été traumatisés par l'expérience de ce soi-disant là, convoi de la liberté, et qui n'ont peut-être pas beaucoup aimé voir leurs députés être copains-copains avec ces personnes-là. Et aussi, autre chose, Ottawa, c'est une ville de fonctionnaires, Michel, Voilà, comme tu le sais. attention, on ne tape pas sur le nid de guêpe. Pierre Poilievre a promis des compressions importantes dans les dépenses du gouvernement. On a vu dans certains cas extrêmes aux États-Unis avec Elon Musk ce que ça peut signifier des compressions majeures dans la fonction publique. Et c'est pas impossible que beaucoup d'électeurs, après avoir vu le massacre à la tronçonneuse aux États-Unis, se sont dit c'est pas vrai qu'on va laisser notre député faire la même chose ici. Et bon, en parlant d'Elon Musk, ses commentaires, il y a de ça quelques heures en disant que le Dodge n'a pas nécessairement fonctionné comme il le voulait. Les résultats ne sont pas probables. Je ne sais pas à quel point le Dodge était vraiment en réelle mission de couper les dépenses publiques ou plutôt faire peur à tout le monde, exactement, un spectacle. De ce côté-là, c'est mission accomplie. Il a pris tellement de place. Pour revenir pour les conservateurs en terminant, le fait, et tout le monde l'a vu, le fait d'avoir un chef unique avec pas d'équipe alentour de présenter, est-ce que c'est un signe que l'équipe aurait peut-être abandonné son chef dans sa propre circonscription? Et à la fin, quand les chiffres ont sorti des libéraux et des analystes 2 semaines avant, la dernière semaine, on a mis de l'effort trop tard dans la circonscription. Comment une équipe ne peut pas observer ce qui se passe dans la circonscription du chef et avoir des analyses et voir venir les coups? D'autant plus que les libéraux, eux, ont mis beaucoup d'efforts dans cette circonscription-là. Ils avaient un très bon candidat, originaire d'ailleurs du Nouveau-Brunswick. Hein. Et aussi, ce qu'on a vu, c'est que donc c'est une circonscription urbaine entourée de plein d'autres circonscriptions. Et les libéraux ont fait des efforts, ont demandé aux bénévoles, aux militants, d'aller mettre du temps aussi dans la circonscription voisine, celle de M. Poilievre. Et ça a porté fruit. Et tu as raison, Michel, je crois que les conservateurs se sont aperçus de tout ça seulement à la dernière minute. Ça a pris du temps avant qu'ils réalisent qu'est-ce qui se passait. Et il était peut-être trop tard déjà quand finalement on a décidé « Oh, il faut mettre le paquet, sinon le chef est en difficulté. » Et oui, le vent avait déjà tourné. D'un chef à un autre maintenant, quelle est la suite des choses pour Mark Carney? Mark Carney n'a pas obtenu ce qu'il voulait des électeurs, c'est-à-dire une majorité forte. Il souhaitait avoir 180, 185 sièges pour ensuite se présenter à la table des négos avec le président Donald Trump, la tête tranquille, avec un mandat fort, une opposition tranquille. Son projet n'est pas devenu réalité. Mais les électeurs lui ont donné de bons outils pour travailler. Il a quand même fait élire pas mal de députés, assez pour dire qu'il a un mandat, assez pour avoir une certaine stabilité au Parlement. Ce gouvernement-là, je fais une prédiction audacieuse, Michel, ne tombera pas la semaine prochaine. Et le NPD n'a plus de chef en plus. Alors, selon toute vraisemblance, Pierre Poilievre, de son côté, va devoir demander à un de ses députés de démissionner pour laisser la place. Il y aura une élection partielle, un processus qui va prendre des mois. Les conservateurs vont avoir autre chose à faire que de paralyser le Parlement, comme ils l'ont fait si bien dans les derniers mois, et, ou même faire tomber le gouvernement Carney. En tout cas, pas tout de suite. Là, ça va attendre un peu. Surtout, Mark Carney va avoir des options devant lui. Le pire scénario, le scénario cauchemardesque, ça aurait été pour lui d'avoir le Bloc québécois avec l'unique détenteur de la balance du pouvoir. Ça aurait été vraiment compliqué. Il y a 2 choix maintenant. Avec le NPD et le Bloc, au moins, ça lui donne une marge de manœuvre. Peux-tu imaginer, Michel, le gouvernement menacé d'être renversé en pleine négo avec Donald Trump sur le libre-échange parce que le Bloc déciderait que les intérêts du Québec ne sont pas suffisamment pris en compte. Je ne peux pas imaginer comment ça se serait produit, alors que là, M. Carney va pouvoir, selon le contexte, selon les enjeux, se tourner vers les néo-démocrates, les bloquistes et peut-être même parfois avec les conservateurs. On ne sait jamais. Les commentaires de M. Blanchet, est-ce que c'est... José Legault a traité M. Blanchet de adulte dans la pièce en disant le Bloc québécois va appuyer, pas aveuglément, le prochain gouvernement minoritaire pour aller de l'avant et amener une stabilité. On ne sera pas aveugle dans l'aide, mais de promettre d'appuyer le gouvernement, ça envoie une ligne de message comme de quoi que maintenant, le Canada, on a autre chose à gérer et l'unification du pays est très importante. C'est quand même des commentaires assez originaux de la part d'un chef du Bloc québécois. Tous les chefs, en fait, ont bien réagi le soir de l'élection. M. Blanchet qui a dit qu'il, lui, était là, il était prêt à
à être ouvert, à discuter avec le GE, mais aussi Pierre Poilievre, dans le fond, qui a reconnu la défaite. Oui. Là, oublions pas qu'on vit dans un environnement où, aux États-Unis, le pays voisin, on ne reconnaît même pas. Ce qui démarque le Canada des États-Unis. Alors que Pierre Poilievre, quand les gens se sont mis à huer, a dit non, c'est pas le temps de faire ça. Là, on reconnaît la victoire de M. Carney. Il a gagné. Le changement, ça prend du temps. Alors que Yves-François Blanchet, lui, de son côté, a bien dit qu'il était prêt à collaborer avec ce gouvernement-là, à l'aider à accomplir certains de ses objectifs. Quand même assez surprenant. Oui, c'est pas nécessairement ce qu'on attendait de tout le monde, mais de l'autre côté, Yves-François Blanchet a toujours été un chef assez calme quand même, posé. Faire la part des choses. Et je pense qu'on peut s'attendre à ça, mais néanmoins, son unique objectif lui reste toujours les intérêts du Québec, la souveraineté, tout ça. Alors, je crois quand même que c'est une bonne nouvelle pour Mark Carney d'avoir quelqu'un d'autre à qui s'appuyer et non pas uniquement M. Blanchet. On peut comprendre. Deux choix au lieu d'un. Maraudage, ça doit se faire présentement. Il manque 4 sièges. Est-ce que les libéraux peuvent, en faisant du maraudage, demander ou aller chercher des transfuges dans d'autres partis? On a vu que ça s'est déjà fait, il y a des alliances qui peuvent se faire, mais avant tout, on regarde pour solidifier sa base et avoir accès à la majorité. Est-ce que 4 sièges, c'est beaucoup trop? C'est pas beaucoup 4 sièges, mais c'est un petit peu beaucoup. Tu comprends ce que je veux dire? Ça va être difficile. Il va y avoir du mouvement. D'ailleurs, on a vu la chef du Parti vert, Elisabeth May, qui a déjà commencé à dire qu'elle était ouverte à certaines options, Michel. Elle est prête à devenir présidente de la Chambre des communes. Elle a même parlé de possiblement ministre dans un gouvernement Carney. Mais si c'est le cas, ça aiderait le gouvernement, bien sûr, mais 4 sièges, je ne le vois pas. Là. Le gouvernement a trouvé une manière. Si on prend les députés néo-démocrates, ils ne sont pas très nombreux, là, seulement 7. Mais si tu as fait campagne pour le NPD, avec les intentions de vote qu'il y avait pour ce parti-là, avec Jack Mincing, qui était, je pense que tout le monde l'avait déjà deviné, sur sa dernière campagne électorale, et que tu as réussi à te faire élire sur la bannière du NPD, c'est un choix. Tu as choisi la voie difficile pour te rendre jusqu'au Parlement. J'imagine mal ces gens-là, ensuite, arriver une fois élus, ils disaient, finalement, on va rejoindre le Parti libéral, nous. Là. Et les conservateurs sont quand même loin de Mark Carney. Oui, certains sont frustrés à propos de Pierre Poilievre. Plus de grogne chez les conservateurs. Mais au point de partir en groupe, 3, 4, 5 députés, on dirait que je l'imagine mal, Michel. Mais on en a eu des surprises au cours des dernières semaines, des derniers mois. Qui sait si on n'en aura pas d'autres. Au nom de l'unité, nous verrons, comme a dit Mark Carney. Oui. Vous écoutez Le micro et la plume, le balado. Staring at the sunset off the coast of Labrador. The wind blew through here, it told me you'd be here forever. But you lied. C'est sur un ton de musique que nous revenons. On vient d'entendre David Miles, et ce qui nous amène à revenir en Atlantique, François. Quelles luttes ont retenu ton attention pendant la soirée électorale? Intéressant pour David Miles, le député libéral élu dans Fredericton-Romocto. Lors de notre dernier balado, j'explique ça à nos auditeurs, Michel, je t'avais demandé, j'avais dit, pourquoi est-ce qu'on ne jouerait pas quelques secondes d'une chanson de David Miles pour le présenter? Et tu m'avais expliqué que non, ça ne se fait pas. Pendant la campagne électorale, la radio, on est assujetti à certaines règles de ne pas diffuser des caractères, des pièces, justement des interprètes artistes si ils font campagne électorale. Donc, ça a déjà arrivé au Nouveau-Brunswick, ça a déjà arrivé aussi, on avait des chroniqueurs au niveau municipal qui participaient à nos émissions ici à la radio CKRO. Donc, on doit faire une pause pendant la campagne électorale, de ne pas donner plus de fenêtres qu'à d'autres candidats. Parce que dans le fond, c'était un peu comme une publicité électorale. Voilà. Alors maintenant, la campagne est terminée. C'est pour ça qu'on a pu entendre quelques secondes de David Miles, le chanteur, qui a remporté une victoire, mais ma foi, décisive. Plus de 14 000 votes d'avance dans Fredericton. Je t'avais raconté... Fredericton, oui. Je t'avais raconté dans un épisode précédent de notre prestigieux balado du micro et de la plume, mais Michel, que j'avais plusieurs sources qui m'affirmaient que lors de l'élection provinciale, que Blaine Higgs était en danger dans sa circonscription et que j'avais été sceptique, que je n'y croyais pas trop et jusqu'à ce qu'effectivement il soit battu, j'ai été dit, je devrais peut-être écouter mes sources un peu plus.
Il m'est arrivé un peu la même chose avec Ah. Fredericton Oromocto. Alors, faut voir les... J'ai eu un avertissement la semaine prochaine, une source bien au fait, la semaine passée par contre, une source bien au fait de la campagne en Fredericton Oromocto qui m'a dit le vote libéral va être fort à Fredericton. Wow. Ça sera même pas serré. Et je me suis dit, bon, ben encore une fois, dans le feu de la campagne, Ah, c'est les sondages. Ouais, ces libéraux-là, Ouais. ils se croient, ils cognent aux portes, les gens leur disent ah, vous êtes bons, puis voilà, ils pensent qu'ils vont gagner facilement. Ça va être serré quand même. Eh bien non, encore une fois, ça a été une victoire, dans ce cas-ci, à sens unique. Un massacre, Michel, je dirais. Peut-être qu'on aurait dû le voir, peut-être que j'aurais dû le voir venir. En fait, on parle après tout d'une circonscription qui a eu lieu en 2019, la toute première députée verte fédérale c'est vrai. à l'est de la Colombie-Britannique, Jenica Atwin, avec un historique comme celui-là, avec le recul. Peut-être que on aurait dû deviner que c'était pas la formule Poilievre qui était la bonne pour conquérir cette circonscription-là. La lutte a été cependant pas mal plus serrée dans Miramichi, Grand Lake. Une victoire, oui, extrêmement serrée de Oui. l'ancien député provincial, progressiste conservateur Mike Dawson, devenu député fédéral. Je voyais dans cette circonscription un lieu qui était prenable pour les libéraux. Je croyais les conservateurs vulnérables avec le départ du député sortant et ancien ministre de Blaine Higgs, Jake Stewart. La chicane était prise dans le bureau de circonscription, des allégations d'environnement de travail toxique, ce qui est rarement une bonne formule, comme tu le sais, pour avoir une équipe motivée et capable de faire sortir le vote. Et pourtant, les conservateurs ont gagné tellement que je pense, Michel, qu'il va peut-être falloir, dans nos analyses, cesser de voir Miramichi Grand Lake comme étant un endroit où les libéraux peuvent potentiellement faire un gain et de plus en plus considérer le comté comme étant favorable aux conservateurs. Pas une forteresse imprenable, Non. mais qui n'est pas nécessairement certainement pas acquise aux libéraux. La libérale Lisa Harris, une ancienne ministre de Brian Gallant, est quand même passée proche. Faut cesser de croire, par contre, que les libéraux partent favoris. Je me demande quand même, avec le recul, si Mark Carney, au lieu de faire campagne dans une circonscription remportée avec son candidat, qui a fini avec 14 500 votes d'avance dans Fredericton Oromocto, n'aurait pas été mieux de passer quelques heures dans la Miramichi. Qui sait si ça ne lui aurait pas permis d'aller chercher un précieux siège de plus. Voilà, ça pourrait en tactique politique. Tu t'es aussi intéressé, François, aux résultats dans Saint-Jean-Rothsay. Il y a une chose que j'ai apprise au cours des années, Michel, et c'est de ne jamais compter le député libéral Wayne Long pour battu. L'expérience. Chaque élection, les conservateurs pensent qu'ils peuvent gagner la circonscription de M. Long. C'est Saint-Jean-Kennebécassis, ça s'appelle maintenant. Ouais. Et à chaque élection, il s'y casse les dents. En plus, cette fois-ci, il y a eu un redécoupage de la carte électorale et ça devait défavoriser M. Long. Il y a des quartiers de Saint-Jean qui avaient voté libéral aux dernières élections et qui l'ont perdu, qui ont changé de circonscription. M. Long a gagné quand même. Et en plus, il l'a emporté contre Melissa Young, qui avait été choisie par le Parti fédéral sans investiture. Donc, on voyait au bureau de M. Poilievre en elle une candidate vedette, peut-être une future ministre dans un gouvernement Poilievre. Elle a perdu et ça n'a même pas été serré. Maintenant, un petit retour avant la question à l'éditorialiste sur les circonscriptions acadiennes. Je ne sais pas si tu te souviens ce que j'avais dit, Michel. Si les conservateurs causent la méga surprise et gagnent Acadie Batters, beau séjour au Madawaska-Restigouche, je te sors de ton lit, Oui. peu importe l'heure de la nuit, Et on enregistre en catastrophe un balado d'urgence pour essayer d'expliquer mais qu'est-ce qui a pu se produire? Eh bien, on n'a pas eu besoin d'enregistrer. on a bien dormi. On a très bien dormi. Pas de balado d'urgence. Les libéraux l'ont remporté facilement, comme prévu. Dominique Leblanc, réélu. Serge Cormier, réélu. Guillaume Deschênes-Thériault, élu pour une première fois dans Madawaska-Restigouche. Mais salutations à son adversaire, le conservateur Michel Morin, qui a fait beaucoup mieux que prévu. Il y a même eu une courte période pendant la soirée électorale où on s'est demandé s'il allait réaliser l'impossible. Là. On se posait des questions, mais il a finalement dû s'avouer vaincu. Petite question en terminant. Avec 4 mandats de suite, est-ce qu'il pourrait y avoir des responsabilités accrues pour le candidat Cormier dans Acadie Batters? M. Cormier a l'expérience, il a les compétences, mais il est aussi dans la même province que Dominique Leblanc, qui prend tellement de place là-dessus. Et tout est possible, là, mais Ginette Petitpas-Taylor a été nommée ministre par Justin Trudeau, et elle a été nommée ministre aussi par Mark Carney. Ça veut dire qu'elle a donc des compétences, mais aussi les chefs... Un alignement avec les chefs. Elle a une bonne réputation à Ottawa, c'est ce que j'essaye de dire. Elle a fait du bon travail.
je doute qu'elle soit. Et il n'y aura pas un troisième ministre au Nouveau-Brunswick. On va quand même surveiller ça de très près, effectivement. Tout est possible. Mark Carney va peut-être vouloir, pas juste au Nouveau-Brunswick, mais de façon générale, faire, non pas un ménage, mais montrer une image de renouveau en prenant des députés et des ministres de l'ère Trudeau et en les mettant sur la ligne de côté pour les remplacer par d'autres. Qui sait si Serge Cormier ne pourra pas en profiter? Ça va être une surprise si ça arrive. Mais on ne parle pas du domaine de l'impossible non plus. De ne pas m'appeler aussi en pleine nuit pour faire un balado d'urgence? C'est une promesse? Et que promesse, c'est promis, Michel. Merci, François. On fera un balado, mais tu es bon pas d'urgence. La question à l'éditorialiste maintenant. En terminant, François, que vois-tu dans ta boule de cristal pour chacun des chefs au fédéral? Donc finalement, ce ne sera pas une question à l'éditorialiste, ce sera 5 questions à l'éditorialiste. Alors, allons-y un à la fois. Donc, Elisabeth May du Parti vert. Elle reste. On ne démissionnera pas du Parlement. C'est la seule députée. Aucune raison de la pousser vers la porte de sortie. Je fais remarquer aussi que le Parti conservateur n'a pas réussi à faire élire son chef. Le NPD n'a pas réussi à faire élire son chef. Mais le Parti vert, lui, y est arrivé. Alors, ça reste un exploit à souligner. Mme May peut donc pouvoir rester chef du Parti vert aussi longtemps qu'elle le souhaitera. Mais la seule question, c'est elle, est-ce qu'elle le souhaite, rester chef du Parti vert? Rappelons qu'il y a quelques années, elle a essayé de laisser la place. Mm-hmm. Elle avait démissionné. C'est une autre leader, Annemie Paul, qui avait été élue. Ça a été une catastrophe qui a notamment mené au départ de la députée verte de Fredericton à l'époque, Jenica Atwin, chez les libéraux. Mme May est redevenue chef. Elle a nommé un co-chef, Jonathan Penneau, pour en avoir moins lourd sur les épaules. M. Penneau vient de remettre sa démission en tant que co-chef. Et maintenant, ce qui reste à voir, c'est est-ce que Mme May va vouloir continuer seule. Elle a déjà laissé sous-entendre qu'elle était prête à avoir un changement de carrière à Ottawa. Par exemple, on pourrait même l'avoir présidente du Parlement. Ça pourrait. Ouais. Elle a même ouvert l'idée à peut-être devenir ministre pour les libéraux. Si c'est ça, ça veut dire « Bonjour, je suis prête à être transfuge ». Oui, tout à fait. Alors, ou enveloppé, mais encore là, les libéraux ne peuvent pas avaler le Parti vert. C'est impossible. Sauf qu'elle pourrait peut-être être transfuge le temps d'un mandat. À moins qu'on parle d'un gouvernement de coalition, comme on voit souvent en Europe. Oui, comme on voit souvent, mais est-ce que ça se ferait? Je sais que ça pourrait être une première ou presque au pays, mais est-ce que ça serait une tangente à observer? Ce serait peut-être le mieux pour la population quand on parle de diversité à travers le Canada. Mais ce n'est pas ça qu'on va voir, en fait. On verra d'un autre balado. Si se produit quelque chose avec Elisabeth May, ce sera vraiment très spécifique à elle, à sa réputation. Tout le monde aime Mme May à Ottawa. Sa crédibilité fait depuis des années. Sa crédibilité et le fait qu'elle est dans une situation dans sa vie politique où après toutes ces années où elle se pose peut-être des questions sur quelle est la meilleure façon pour elle de faire avancer ses objectifs. Est-ce que c'est comme chef d'un parti où elle est la seule députée ou en trouvant d'autres options? Et François Blanchet, du Bloc québécois? Alors, il reste, bien sûr. Les résultats du Bloc n'ont pas été très bons, mais il y a encore beaucoup de gaz dans le réservoir. M. Blanchet, il s'en va nulle part, son rôle ne change pas, il est ce qu'il est, il va rester ce qu'il est. M. Singh a déjà annoncé la démission de son parti. Déjà des noms, Notley... Pas de suspense, là, vraiment. M. Singh a fait l'annonce le soir même du scrutin et il a bien fait. De ne pas laisser traîner les choses. Il a perdu son siège, le NPD n'est plus long de ce qu'il était. Il faut un nouveau chef et sa presse qui va vouloir occuper ce poste-là. Tu l'as dit, Michel, il y a des noms qui circulent, mais en même temps, c'est quelque chose. Il y a à prendre la tête d'un parti qui a seulement 7 députés. C'est pas un petit mandat. Non. Et je suis pas sûr que les noms les plus connus qui circulent, les plus crédibles, les plus importants... veulent aller se brûler, là. ...vont vouloir se lancer dans une telle aventure. Exact. Ça me rappelle, il y a plusieurs années de cela, le NPD provincial se cherchait un nouveau chef et le nom d'Yvon Godin, alors député d'Acadie-Ballers, avait circulé. Et je m'étais dit, ouais, M. Godin, il est député fédéral, et là, on lui demanderait d'abandonner ça pour devenir chef d'un parti provincial. De remonter un parti. Qui ne compte aucun député, baisse de salaire avec tout ça. Et j'avais conclu en disant, ouais, il y a des gens qui font la grève pour pas mal moins que ça au Nouveau-Brunswick. Pierre Poilievre, lui, du Parti conservateur, c'est encore très flou. On dit qu'il y a beaucoup d'appels qui sont réalisés de son côté. Quelles sont les tactiques? Est-ce qu'on l'amène dans l'Est du Canada pour avoir une meilleure fenêtre d'exposition?
même encore son futur dans le parti. Pierre Poilievre reste, ça Ouais. c'est sûr, aussi longtemps qu'il le pourra, en tout cas. À savoir s'il va pouvoir rester jusqu'à la fin, jusqu'aux prochaines élections, autre question. Mais pour le moment, il n'annoncera pas dans les prochains jours sa démission. Là. Je suis vraiment pas certain que c'est une bonne idée pour lui. Andrew Scheer aussi a voulu rester après une défaite électorale en tant que chef. Il s'est fait tasser. Et c'est pas évident. Donc, c'est justement les conservateurs nous ont habitués à chaque élection. On digère, on roule avec les chefs. Erin O'Toole a voulu rester, Ouais. Michel. Il s'est fait tasser lui aussi. Et par qui? Par Pierre Poilievre, Ouais. qui a mené la fronde contre M. O'Toole. Mhm. M. Poilievre qui était convaincu que le prochain chef deviendrait très bientôt premier ministre du Canada. Ça ne s'est pas produit. Alors, la carrière politique de Pierre Poilievre, Michel, est passée à 4 sièges libéraux près de prendre fin. Là. Si les libéraux avaient eu leur majorité pour 4 ans, je pense que M. Poilievre était cuit. Les conservateurs ne l'auraient pas laissé diriger le parti dans l'opposition pendant 4 ans. Là, il va s'accrocher. Il y a un député conservateur qui va démissionner. M. Poilievre va se porter candidat et dans quelques mois, il sera à nouveau au Parlement. Sauf qu'il ne s'est pas fait que des amis, M. Poilievre, dans son caucus, parmi les militants, en particulier en Ontario, au cours des dernières années. Je pense qu'il va recevoir beaucoup de coups de couteau dans le dos, M. Poilievre, dans Ouais. les prochains mois. Ça va être très difficile pour lui de s'accrocher jusqu'aux prochaines élections, mais il va essayer, c'est clair. Déjà là, il faut qu'il y ait un député ou une députée qui laisse sa place. Après élection partielle, après la mise en place du gouvernement, il y a 6 mois avant de décider d'une date pour l'élection partielle. Ça veut dire plusieurs mois sans fenêtre d'exposition des conservateurs, de Pierre Poilievre. Et pendant ce temps-là, les bonzes du parti doivent peser le pour et le contre. Est-ce que, oui, on a perdu, c'est une montée, mais où sont maintenant les priorités pour être capable d'aller chercher le plus de gens possible et transformer ça en siège à l'Assemblée? Et tout ça va favoriser le dernier chef, bien sûr, Mark Carney, Ouais. qui lui, ne s'en va nulle part, évidemment. C'est le premier ministre. Il a gagné. Ce qu'on va surveiller dans son cas, ce n'est pas son avenir politique, c'est sa capacité à naviguer dans un parlement minoritaire, de trouver des ententes avec les partis d'opposition, tout en gérant le président américain Trump. C'est un bon négociateur, en tout cas c'est ce qu'il nous dit. Il est bon pour gérer les crises. Il va avoir amplement l'occasion d'en faire la démonstration. Mark Carney est bon pour gérer les crises économiques. Les crises politiques, nous verrons dans quelques mois. En campagne électorale, il y a eu un petit peu de misère avec ça, M. Carney. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Il y a de l'apprentissage là-dedans pour tout le monde. François, merci de ta présence encore pour ce balado. Le micro et la plume. Merci, Michel, d'avoir été là avec moi pour ce balado, ce spécial élection. J'invite nos auditeurs à s'abonner à la page YouTube de l'Acadie Nouvelle. Vous y trouverez l'ensemble de nos balados. N'hésitez pas à écrire des commentaires sur notre page YouTube, à suggérer des idées de sujets abordés, des questions à l'éditorialiste, ou même à nous interroger sur différents sujets d'actualité. Michel et moi pourrions y répondre dans un prochain balado. Et le site Internet du 97.1 qui est toujours en construction. Suivez l'onglet, suivez le lien sur Spotify. Merci François. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.